L'actualité économique, c'est tout de suite avec Myriam Mascarello. Bonsoir Myriam. Bonsoir Marion. On commence avec Chypre, le pays qui se retrouve bien seul face à la Troïka. Moscou a renvoyé Nicosie à ses partenaires européens et la pression s'accroît sur les députés chypriotes. Qui sont toujours en train donc de réfléchir et de voter sans doute ce soir, espérons-le, un fameux plan B. C'est vrai qu'ils ont la pression, ces députés, puisque, rappelez-vous, hier, la Banque Centrale Européenne a expliqué que s'il n'y avait pas de plan B, eh bien lundi, elle couperait les liquidités de secours aux banques chypriotes, ce qui veut dire qu'elle provoquera de fait un défaut de Chypre et donc peut-être une sortie de Chypre de la zone euro. Alors on n'en est pas encore là. Et là, l'hypothèse de la taxation des dépôts bancaires, rappelez-vous en début de semaine, c'est ça qui a provoqué, on va dire, ce blocage politique à Chypre. Cette hypothèse de taxe des dépôts revient en force. Il s'agirait de taxer les dépôts, mais au-delà des 100 000 euros, comme le voulait la Troïka, et sur un taux proche de 15%. Comme le voulait la Troïka. On voit bien que le soutien russe n'étant plus là, Chypre est seule. Et en plus, cette pression, elle s'exerce aussi de l'intérieur parce que les deux principales banques chypriotes, Cyprus Bank et la Banque Populaire, Laiki Bank dans la langue en grec, demandent elles aussi cette taxation des dépôts. Alors pourquoi est-ce qu'elles demandent qu'on taxe leurs gros clients? La réponse, ou en tout cas des éléments de réponse, avec Axel Simon. Se restructurer ou faire faillite, voilà à grands traits l'alternative qui se présente aux deux grandes banques du pays. Banque de Chypre et Banque Populaire sont tellement aux abois qu'elles réclament la taxation des dépôts, une mesure jusque-là rejetée par les parlementaires. La restructuration du secteur bancaire, elle, est l'une des mesures phares du plan B. Ce qui a été proposé pour la Banque Populaire est de créer une branche viable en son sein et d'y transférer tous les actifs inférieurs à 100 000 euros qui ne seraient pas toxiques. La création de structures dites de défaisance, un remède de cheval classique dans les crises bancaires et qui serait aussi appliqué à la grande sœur, la Banque de Chypre. À elles deux, les deux mastodontes représentent près de la moitié des capitaux du pays. Le secteur bancaire chypriote a été pendant 2 décennies le moteur de la prospérité du pays grâce à des taux rémunérateurs et un impôt sur les sociétés particulièrement bas. Il représente aujourd'hui 5 fois le PIB du pays. Une prospérité freinée d'un coup par la crise grecque, Chypre n'a pas le choix et cela aura des conséquences en termes d'emploi. Du coup, la profession veut dès à présent prendre les choses en main. Pour protéger les emplois, il faut sélectionner les emplois dans les branches viables et non viables. Pour éviter les suppressions de postes, il faut mettre en œuvre un plan social et des départs volontaires. La Grèce a entamé le rachat de ses filiales chypriotes, de l'argent frais pour les banques de l'île et un effort financier de moins pour la Troïka. Une fois réintégrées dans le giron grec, ces filiales bénéficieront des 50 milliards d'euros du plan d'aide à Athènes. Et ce soir, sur les places européennes, pas de panique pour l'instant. Non, effectivement, les places européennes parient, comme hier, sur une solution in extremis à Chypre. Regardez les chiffres. Paris recule, certes, mais de 0,12%. Francfort perd 0,27% et Londres finit à l'équilibre, plus 0,07%. Un autre point chaud de la zone euro ce soir, c'est l'Italie. Pierluigi Bersani, le leader de la gauche, a été chargé du moins de le faire, de trouver une majorité gouvernementale. Voilà, Pierluigi Bersani, c'est le patron de la gauche, du centre-gauche, on va dire un peu l'équivalent de François Hollande en France. Et c'est vrai que le président de la République italienne, le président Napolitano, l'a chargé d'essayer de trouver une majorité. Ça va être effectivement difficile, puisque Bersani a dit qu'il ne voulait pas gouverner avec la droite de Berlusconi. Il l'a exclu. Il cherche donc le soutien du mouvement Cinque Stelle et les 5 étoiles. Et ce mouvement, son leader en tout cas, Beppe Grillo, lui, ne veut pas gouverner avec un système de partis. Ça va être donc extrêmement difficile de se mettre d'accord. Il va y avoir des tractations. Mais a priori, un des scénarios tout à fait possibles, c'est que l'Italie revienne aux urnes, revote et essaye de retrouver une majorité, ce qui va évidemment prolonger la période d'instabilité en Italie. Et toujours en Europe, à noter que Fitch place le AAA britannique sous surveillance négative. Motif, en fait, la dégradation des comptes publics. Effectivement, la Grande-Bretagne n'arrive pas à réduire son déficit budgétaire et sa dette dans les proportions qu'elle avait espérées, en tout cas pour ce qui est du gouvernement Osborne. Et pour l'instant, en tout cas, on le voit, Fitch a sorti la note d'une perspective négative. Ça veut dire tout simplement qu'elle se réserve le droit de baisser cette note éventuellement. On le saura d'ici la fin du mois d'avril. Je vous rappelle que la Grande-Bretagne a déjà perdu son AAA aux yeux de Moody's. C'était, hasard du calendrier, un mois, jour pour jour, avant cette date, avant aujourd'hui. Et voilà, ce pourrait être à nouveau une perte de AAA pour une autre agence.
Retour en France où les salariés de Goodyear accueillent les forces de l'ordre avec des roses. Oui, rappelez-vous, il y a 2 semaines, c'était des manifestations beaucoup plus violentes qui s'étaient déroulées devant le siège de Goodyear à Rueil-Malmaison. Aujourd'hui, il y a à nouveau un comité central d'entreprise où on examine une fois de plus le plan social qui concerne le site d'Amiens-Nord. Il y a 1200 emplois concernés qui pourraient être supprimés. Aujourd'hui, le gouvernement dit qu'il est en train de chercher un repreneur pour une partie de ce site, pour l'activité des pneus agricoles. Il espère pouvoir donc trouver ce repreneur qui sauverait la moitié des emplois. Il se donne jusqu'à mai pour le faire. Et l'inquiétude monte aussi à Vénissieux où une nouvelle fermeture d'usine s'annonce. Oui, et là, c'est le groupe allemand Bosch qui annonce qu'il abandonne la production de panneaux solaires, la production de photovoltaïques. Et ça aura évidemment un impact sur l'emploi. Alors en France, le site de Vénissieux compte 250 salariés qui ont 1 an pour se retourner, si vraiment c'est comme ça que cela se passe. Et ce sera comme ça, en tout cas pour ce qui est de l'abandon de l'activité par Bosch. Et puis en Europe, c'est 3000 personnes qui travaillent dans ce secteur et cela montre l'échec en fait de l'Europe par rapport à la Chine notamment. La Chine est le gros concurrent de l'Europe dans le photovoltaïque et effectivement les Européens n'arrivent pas à faire face à cette concurrence. Et c'est vrai que le contraste est énorme entre le dynamisme de l'économie chinoise et la panne générale en Europe et pourtant les pays émergents connaissent eux aussi des risques. Oui, parmi les risques que connaissent les pays émergents, il y a le risque de surchauffe en fait, le risque de croître trop vite ou d'avoir trop de liquidités à disposition et de ne pas savoir les maîtriser, en tout cas de ne pas maîtriser le risque de la constitution d'une bulle. Et là, je me tourne vers notre invité de ce soir, Julien Marcilly. Vous êtes chef économiste adjoint à la COFAS. Bonsoir. Votre travail, c'est de regarder justement tous ces risques qui menacent l'économie mondiale. Donc, pour les émergents, il y a véritablement un risque imminent presque de bulle. Il y a un risque, mais ce risque n'est pas imminent. C'est vraiment un risque de moyen terme que l'on voulait souligner à travers cette étude. Il faut bien se rappeler qu'à l'origine, même si aujourd'hui on se focalise beaucoup sur l'excès d'endettement public dans les pays avancés, l'origine de la crise, elle vient d'un excès d'endettement du secteur privé aux États-Unis. La crise des subprimes. Exactement. Et à la suite de cette crise, les pays qui en ont le plus souffert, finalement, sont ceux qui avaient tous un excès d'endettement privé au sein de leur économie. Je pense notamment à l'Espagne, je pense bien sûr aux États-Unis, au Royaume-Uni, mais même parmi les pays émergents, les pays baltes et également l'Ukraine. Donc c'est vraiment un risque. Et aujourd'hui, on voit justement qu'il y a une croissance excessive, selon nous, du crédit au secteur privé dans plusieurs pays émergents et notamment en Asie. Donc ce n'est pas un risque à court terme, mais c'est vraiment un risque à moyen terme qu'il faut surveiller. Alors est-ce que ce risque, il est alimenté par les politiques monétaires qu'on voit se renforcer dans les grands pays industrialisés? Je pense à la politique monétaire de la Banque centrale américaine. La Bank of England, la Banque centrale d'Angleterre, lui a emboîté le pas en changeant ses statuts cette semaine. La Banque du Japon a fait la même chose, a déclaré en tout cas qu'elle irait dans la même direction et a changé d'ailleurs son président cette semaine. Il va y avoir donc injection de liquidités massivement dans le secteur financier, dans les tuyaux entre guillemets de la machine économique. Est-ce que ça peut aggraver le risque? Ça peut l'aggraver, mais tout d'abord, je voudrais souligner que le principal facteur qui explique ces risques de bulles de crédit viennent des pays émergents eux-mêmes. C'est-à-dire qu'à la suite de la crise, les banques centrales de ces pays émergents, donc en particulier asiatiques, avaient beaucoup baissé leurs taux, mais ensuite, quand la croissance est repartie, ils ne les ont pas remontés. Et donc ce sont ces conditions de crédit finalement trop faciles, ce crédit peu cher, qui d'abord explique ces risques de bulles de crédit. Mais ensuite, vous avez raison, le second effet, il vient de ces politiques monétaires très très expansionnistes que l'on voit désormais dans beaucoup de pays développés. Et ces conditions monétaires font qu'il y a beaucoup de flux de capitaux qui vont vers les pays émergents et ça ajoute encore de la liquidité dans ces pays. Alors on voit que la zone euro, elle, n'a pas cette politique monétaire. La Banque centrale européenne, pour l'instant, ne fait pas véritablement d'injection massive de liquidités, pas autant en tout cas et pas de la même manière que les autres. Cette zone euro, elle est à nouveau en pleine crise avec Chypre. Est-ce que vous pensez qu'il est envisageable que Chypre sorte de la zone euro ce soir ? Tout d'abord, sur la première partie de votre question, je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait que la Banque centrale européenne n'ait pas une politique monétaire très expansionniste. Elle en a une. Finalement, le problème, ce n'est pas la politique monétaire, qu'elle soit expansionniste ou pas. Elle l'est, comme aux États-Unis ou comme au Royaume-Uni. Ce sont finalement les canaux de transmission de cette politique monétaire qui sont cassés dans plusieurs pays de la zone euro, notamment en Espagne et notamment en Italie. Ensuite, sur la deuxième partie de votre question sur Chypre, il faut bien avoir en tête que même si Chypre sortait de la zone euro, on parle beaucoup aujourd'hui des fonds qui viennent de Russie et qui ont été déposés dans les banques chypriotes. C'est en partie à cause du fait qu'il y avait l'euro à Chypre. Donc si Chypre sortait de la zone euro,
on peut estimer aussi qu'il y aurait beaucoup de sorties de capitaux et donc que ça ne résoudrait pas le problème. Julien Marcilly, merci beaucoup, chef économiste adjoint de la COFAS. Merci à vous, Myriam Mascarello. C'est la fin de ce journal de l'économie. Restez avec nous sur France 24. Dans 2 minutes environ, un nouveau journal.